Qui aurait pu imaginer que l'un des hommes les plus puissants des États-Unis du XXe siècle finirait sa vie non pas dans la splendeur du pouvoir, mais dans le silence des salles, à moitié démantelées, de son propre palais. Que l'homme qui façonnait l'opinion publique du pays, créait des crises politiques et déterminait le destin des présidents, se retrouverait prisonnier de sa propre merveille architecturale. L'histoire de Hearst Castle ne commence pas par la grandeur, mais par une demande presque banale. William Randolph Hearst, magnat de la presse, héritier d'une fortune de chercheur d'or, dit à l'architecte en 1919 « Je veux une petite maison sur la colline, quelque chose de simple ». Personne ne savait que cette phrase modeste deviendrait le point de départ de l'une des constructions les plus grandioses d'Amérique. Le contraste naissait déjà au moment de la première rencontre. Un désir modeste de la part d'un homme qui ne l'avait jamais été. Hearst avait grandi au milieu du luxe, mais son rêve semblait presque enfantin. Il voulait retrouver les odeurs de son enfance, passer du temps sur la terre de ses parents, sur la colline de San Simeone, où jadis se dressaient des tentes, et non des palais. C'est là que résidait l'énigme. Pourquoi un magnat de la presse, possédant des dizaines de maisons et de manoirs, en voulait-il un de plus, et de surcroît, petit? Pourquoi cet homme, dont le pouvoir ne se mesurait pas aux murs mais aux tirages de journaux, aspirait-il tant à un lieu qui n'avait jadis servi à sa famille que de refuge temporaire pendant la saison estivale? Le monde autour de lui changeait à toute vitesse. La Première Guerre mondiale s'était achevée il y a seulement 1 an. Les anciens empires s'effondraient. De nouvelles idées naissaient partout. L'Amérique entrait dans une ère de grande richesse, de grandes peurs et de grandes ambitions. Mais Hearst, habitué à voir au-delà de l'horizon, y voyait l'occasion de construire ce que personne dans le pays n'avait encore tenté, sa propre Rome, sa propre acropole de force et de goût. Et pourtant, dans les premiers jours de ce projet, il semblait résister à son propre destin. Il parlait à l'architecte Julia Morgan, la première femme architecte de Californie, d'un bungalow douillet. Il écrivait dans ses lettres qu'il voulait simplement un toit au-dessus de sa tête, un endroit où se reposait du monde bruyant de San Francisco et de New York. Mais il suffisait de regarder la colline pour que cela devienne évident. Une petite maison n'y survivrait pas. L'altitude, le vent, le panorama sur l'océan. Tout cela exigeait de l'ampleur, et Hearst, homme de l'éternelle compétition, ne pouvait y résister. Son rêve commença à gonfler, comme une voile qui aurait attrapé un nouveau vent. La maison devint un projet, le projet. Une idée, l'idée, un symbole. Et pourtant, derrière cette grandeur montante, se cachait une ombre à peine perceptible. L'ombre d'un homme qui était entouré de gloire, mais qui n'a jamais appris à se sentir chez lui. L'ombre d'un garçon qui a passé son enfance au milieu des expéditions de son père et des améliorations sans fin du ranch familial, mais qui n'a jamais eu son propre coin, construit selon sa volonté. Ainsi commence une histoire qui semble disproportionnée à une vie humaine ordinaire. L'histoire de la façon dont un rêve a grandi jusqu'à la taille d'un empire. Et pourquoi ce même rêve est devenu la cause de sa perte. Lorsque Julia Morgan est montée pour la première fois au sommet de San Simeone, elle n'a pas vu un endroit pour une petite maison, mais une scène, comme créée pour une tragédie antique. 3 collines convergeaient en une seule ligne. L'océan s'étendait en contrebas, comme de l'argent liquide, et le vent apportait des odeurs de sauge et de poussière. Ce n'était pas un terrain, mais un espace qui exigeait une réponse architecturale. Morgan l'a ressenti immédiatement, et, ce qui est surprenant, Hearst aussi. Pendant un certain temps encore, il a fait semblant que le projet resterait modeste. Mais la prétention, c'est un luxe qui s'accorde mal avec le génie. Déjà, quelques mois plus tard, la petite maison commençait à se transformer en Casa Grande. Et 1 an plus tard, en une conception capable d'engloutir
non seulement l'argent du mania des médias, mais aussi une décennie de sa vie. Mais il ne s'agissait pas de luxe. Hearst avait déjà construit auparavant. Il achetait des tableaux, des meubles, des églises, des fontaines. Il achetait tout ce qui pouvait être transporté et placé à un nouvel endroit. Sa passion de collectionneur était presque maladive. Il ne collectionnait pas des objets. Il collectionnait des preuves. Des preuves de goût, de force, de statut. Mais ici, sur la colline, il fut confronté pour la première fois à ce qu'il ne pouvait acheter tout fait. Les murs, les escaliers, les arches infinies, tout devait être créé de toutes pièces. Et c'est précisément là qu'est né le conflit qui accompagnerait le projet jusqu'au dernier jour. Julia Morgan était une architecte d'ordre. Hearst, un architecte du chaos. Il voulait une tour de cathédrale, et elle la concevait. Une semaine plus tard, il en voulait 2. Il rêvait d'une piscine romaine. Elle commençait les calculs. Puis il la voulait un peu plus grande, jusqu'à ce que ce « un peu » ne se transforme en une nouvelle fondation et une nouvelle géométrie. Il lui apportait des dessins trouvés dans des livres et exigeait « ceci ici ». Elle ne discutait pas, elle faisait. Mais chaque fois qu'elle résolvait une tâche, Hearst en inventait 2 de plus. La maison grandissait comme un organisme, illogiquement, imprévisiblement, mais vivante. Parfois, il semblait qu'elle grandissait plus vite que ses bâtisseurs ne pouvaient poser les briques. Et dans cette croissance tumultueuse, résidait une nouvelle force de Hearst. Il avait trouvé un projet qui pouvait rivaliser avec l'ampleur de ses ambitions. Et pourtant, derrière cette construction incessante, se cachait une autre motivation, celle dont Hearst ne parlait jamais à voix haute. Il ne construisait pas simplement une maison, il construisait une mémoire. Il essayait de retrouver ce qu'aucun milliardaire ne pouvait retrouver, le sentiment d'une famille qui n'existait plus depuis longtemps. Le ranch de ses parents avait disparu avec leur vie. Les tentes, les odeurs, les feux de camp, tout était tombé dans le passé. Et sous une forme étrange et touchante, Hearst tentait de recréer son passé à travers une grandeur impossible. Comme s'il pouvait, en construisant un immense palais, empêcher la perte de ce qui avait depuis longtemps disparu. Chaque nouvelle salle, chaque tour, chaque cour intérieure n'était pas seulement de l'architecture. C'étaient des souvenirs qu'il transformait en pierre, afin qu'ils ne puissent plus s'évaporer. Ainsi naquit Hearst Castle, non pas comme le palais d'un magnate de la presse, mais comme une tentative d'arrêter le temps. Au milieu des années 1920, Hearst Castle ne pouvait plus être appelé une maison. Il était devenu une ville en miniature, ou plus précisément, une ville-vision qui ne pouvait naître que dans l'esprit d'un homme vivant simultanément dans le passé et le futur. Le travail battait son plein jour et nuit. Sur la colline, les bétonnières grondaient, les grues s'élevaient, les marteaux frappaient, les tailleurs de pierre d'Italie, du Mexique, de Grèce résonnaient. Le soir, le vent portait l'odeur de la chaux et du métal chaud le long de toute la côte. Pendant ce temps, Hearst continuait d'apporter de nouveaux trésors. Chaque semaine apportait quelque chose d'absurde. Des panneaux médiévaux de monastères espagnols, des tapisseries de Flandre, des statues antiques, des bas-reliefs, des vasques de fontaines, des vitraux, des portails, des colonnes. Il n'achetait pas des objets, mais des époques entières, et exigeait que chacune d'elles trouve sa place dans son château. Et cela créait des problèmes. Morgan concevait l'espace en s'appuyant sur la logique et le style. Hearst, lui, s'appuyait uniquement sur l'impulsion émotionnelle. S'il aimait une porte du XIVe siècle, elle devait se trouver ici, dans ce mur. La taille ne convenait pas, le mur devait être reconstruit.
Le style ne convenait pas? Alors, changez le style. Les ouvriers plaisantaient déjà en disant que le château ne serait jamais achevé, car son propriétaire ne construisait pas un bâtiment, mais une lubie. Dans une certaine mesure, ils avaient raison. Mais il y avait un autre regard, celui de ceux qui venaient ici pour la première fois. Pour les invités de Hearst, cet endroit semblait un miracle. Acteurs, réalisateurs, politiciens, financiers d'Hollywood. Ils montaient la colline par le Serpentin et restaient sans voix. Le château brillait au-dessus de l'océan, comme un mirage. La nuit, les tours s'illuminaient de guirlandes électriques. La piscine reflétait le clair de lune. Et l'air se remplissait du parfum des fleurs, provenant des 3 douzaines de jardins que Morgan avait conçus avec une précision presque monacale. Mais dans ce luxe se cachait une étrange cruauté. Hearst Castle devint un piège pour son créateur. Le jour, il donnait des ordres sur le chantier. Le soir, il dictait des articles à ses journaux. La nuit, il recevait des invités et tentait de paraître l'hôte de la fête. Mais il ne trouvait nulle part de véritable repos. Les murs qu'il élevait lui semblaient trop étroits, les pièces trop vides, les invités trop éphémères. Même sa relation avec Marion Davies, l'actrice qu'il aimait, devenait partie intégrante du décor. Elle se réjouissait de son attention et lui essayait à travers elle de combler un vide intérieur qu'aucun palais ne pouvait masquer. Et pourtant, le château grandissait, même lorsque l'argent s'en allait plus vite qu'il n'arrivait, même lorsque les ambitions politiques de Hearst commençaient à détruire son propre empire, même lorsque les journaux, pour la première fois depuis longtemps, commençaient à afficher des pertes. Il ne pouvait pas s'arrêter. Comme si chaque nouvelle pierre lui donnait un jour de plus de conviction que son monde était sous contrôle. Mais Morgan voyait que le contrôle lui échappait. Elle savait, tout bâtiment porte en lui le caractère de son créateur. Et Hearst Castle devenait de plus en plus imprévisible, tout comme l'homme qui le dirigeait. À la fin des années 1920, Hearst Castle atteignit une grandeur qui à la fois impressionnait et inquiétait. Il devint le symbole d'un luxe que l'Amérique n'avait pas encore connu. Les gens d'en bas, à San Simeon, racontaient des légendes. Que l'eau des piscines était chauffée à la température de la Méditerranée, que les caves abritaient les vins des rois d'Europe, que Hearst avait construit son propre zoo, et que le soir, les lions rugissaient sur les pentes de la colline. Ces légendes étaient vraies, presque entièrement. Hearst avait effectivement créé une ménagerie privée. Des zèbres paissaient sur les collines, des antilopes grimpaient fièrement sur les corniches, et des chimpanzés vivaient dans des maisons spécialement construites. Il voulait que les invités, en montant par le Serpentin, se sentent comme des visiteurs d'un royaume fantastique. Et ils le ressentaient. Mais plus le château devenait grandiose, plus ses fissures cachées s'agrandissaient. La première fissure était financière. Hearst construisait comme si l'argent était infini. Mais son empire médiatique commençait à s'enliser. Les journaux perdaient des lecteurs, les dépenses augmentaient. Les campagnes politiques qu'il finançait échouaient. Les actifs fondaient comme la glace sous le soleil californien. Il contractait des prêts, vendait des actions. Mais la construction engloutissait toujours plus que ce que l'entreprise rapportait. Hearst Castle devint une coupe sans fond, qu'il était impossible de remplir. La deuxième fissure était personnelle. Marion Davies, son incomparable compagne, le surprenait de plus en plus souvent dans des moments de perplexité. Elle savait qu'il ne dormait pas la nuit, qu'il lisait les rapports de profits et pertes, qu'il fronçait les sourcils en se demandant comment préserver à la fois le château et sa réputation. Elle savait aussi que sa famille le pressait. Hearst était toujours marié et ses fils ne pouvaient accepter ouvertement Marion. À ses yeux, il devenait non pas le maître de la colline, mais un homme qui craignait de tomber. La troisième fissure, la plus silencieuse,
était architectural. Le projet avait pris des proportions pour lesquelles il n'avait jamais été conçu. Les tours devenaient plus lourdes que ce que les fondations de la colline permettaient. L'eau des piscines s'infiltrait dans le sol, exigeant de nouveaux tuyaux, de nouvelles pompes, de nouvelles reconstructions. Chaque mur nord souffrait des vents du Pacifique, comme si le temps lui-même tentait de détruire cette tentative de le défier. Morgan voyait tout cela, mais elle se taisait, non par peur, mais par compréhension. Elle savait, Hearst ne construisait pas le château pour le luxe. Il le construisait comme un bouclier. Et comme tout bouclier fait d'illusions, il devait tôt ou tard se fissurer. En 1929, le monde s'effondra avec la bourse de Wall Street. Et le coup frappa en plein cœur l'empire de Hearst. Les journaux fermaient les uns après les autres, les annonceurs disparaissaient, les revenus chutaient rapidement. Et la construction sur la colline coûtait des centaines de milliers de dollars par mois. Et alors, Hearst fit pour la première fois de sa vie ce qu'il craignait le plus. Il commença à réduire ses propres rêves. Il demanda à Morgan de réduire les devis, de geler les tours, de reporter les nouveaux projets. Elle écoutait et agissait, mais elle savait que c'était temporaire. La grandeur du château était devenue son fardeau, et Hearst, qui avait toujours dirigé des villes depuis les rédactions de ses journaux, se sentit pour la première fois impuissant face à sa propre création. Il continuait à recevoir des invités, à sourire, à raconter des histoires, mais tous voyaient. Son éclat était devenu plus mince, comme une dorure trop longtemps frottée. La colline de San Siméon n'était plus son trône. Elle devenait sa prison. Parfois, la grandeur extérieure s'empare d'une personne si fortement que l'âme commence à se fissurer de l'intérieur. Sur la colline de San Siméon, cela s'est produit silencieusement. Personne n'a entendu le premier claquement retentissant. Mais les fissures suivantes ne pouvaient plus être cachées. Au début des années 30, la crise financière s'abattit entièrement sur Hearst. Il devait des millions. Des sommes qui, converties à l'économie moderne, équivalent à des décennies de travail de milliers de personnes. Les banques exigeaient de vendre les collections, d'arrêter la construction, de réduire les dépenses. Il y avait plus de douleur dans chacun de ces mots que dans n'importe quelle défaite politique qu'il avait subie auparavant. Mais la véritable tragédie ne résidait pas dans les chiffres. Elle était dans ce que Hearst craignait d'admettre même à lui-même. Son propre projet commençait à vivre sans lui. Il ne gérait plus les détails. Il ne choisissait plus la pierre, ne discutait plus de la forme des colonnes, ne planifiait plus une nouvelle fontaine. Même Morgan, d'habitude calme et résolu, remarquait qu'il évitait de discuter des délais et des plans. Son attention manquait de la force nécessaire pour embrasser ce qu'il avait autrefois conçu. C'est alors que Marion Davies refit son apparition. Une personne que tout le monde voyait comme une lumière légère de la comédie, mais dont peu savaient à quel point elle pouvait être ferme. Elle voyait ce qui se passait. Hearst cessait d'être lui-même. Il était en proie à des crises d'anxiété. Il passait des heures à essayer d'équilibrer les budgets, au lieu d'admirer le coucher de soleil sur le Pacifique, qu'il inspirait autrefois pour une nouvelle tour ou une terrasse. Il devenait irritable, parfois dur, et surtout renfermé. Marion fit ce que personne d'autre ne faisait. Elle commença à vendre les actifs qu'elle avait gagnés pour le sauver de la faillite. Des témoignages contemporains indiquent qu'elle vendit des bijoux, des biens immobiliers, ses propres investissements. Elle n'exigeait aucune gratitude. Elle comprenait simplement que si le château s'effondrait, Hearst s'effondrerait avec lui. Mais il y avait aussi un revers. Les fils de Hearst voyaient leur père accorder presque tout son espace émotionnel à une autre femme, pas à leur mère. Ils comprenaient que Marion n'était pas simplement une actrice, pas simplement une compagne.
Elle était le centre de son monde. Cela déchirait la famille, qui vivait déjà séparée. C'est là que se manifesta l'ambivalence morale qui avait toujours suivi Hearst. Il aimait, il inspirait, il créait, mais ce faisant, il détruisait les espaces intérieurs silencieux d'autres personnes, sans même le remarquer. Sa femme, Millicent, se trouvait à New York, plongée dans la philanthropie. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais son absence devenait un vide symbolique. La famille et l'Empire existaient physiquement, mais le lien entre leurs parties n'existait plus. C'est précisément pendant cette période que la construction de Hearst Castle devint le reflet d'un conflit interne, et non d'un triomphe extérieur. C'était toujours une maison de grandeur, mais ce n'était plus la maison du maître. Les tours, comme un miroir, montraient sa peur de perdre le contrôle. Les piscines, une illusion de profondeur qui n'existait plus. Les fresques, une immobilité à laquelle Hearst aspirait dans le chaos de sa vie. Les invités qui venaient en ces années le décrivaient comme un homme qui s'efforçait d'être le même, mais dont les yeux révélaient quelque chose de nouveau, de la fatigue, de l'incertitude, peut-être même de la honte. C'était le moment où il aurait pu s'arrêter, mais il ne savait pas faire. Tout ce que Hearst avait fait dans sa vie était un mouvement en avant. Et maintenant, c'est ce mouvement même qui le poussait vers l'abîme. La crise ne vient jamais seule. Elle se déplace en vagues, balayant les piliers que l'homme croyait indestructibles. Pour Hearst, cette vague s'est levée au milieu des années 30, lorsque les créanciers ont cessé de croire en sa capacité à maintenir son empire. Le temps des négociations était révolu. Le temps des concessions était venu. Ce moment marqua le début de sa rupture intérieure. Hearst Castle, qu'il avait construit comme son panthéon personnel, exigeait désormais des sacrifices. Les banques insistaient. Les collections devaient être vendues, la construction gelée, les dépenses réduites presque à zéro. Cela mettait en péril tout le sens du projet grandiose. Le château, conçu comme l'incarnation de sa volonté, devenait le symbole que Hearst ne disposait plus de son propre destin. Ce coup fut plus fort que toute obligation économique. Ce fut ce 6e coup de poing qui força pour la première fois l'ambition personnelle à céder la place à la nécessité de comprendre. Le pouvoir est épuisé, et il faut chercher un nouveau sens. La transformation commença par une étape simple, mais presque impossible, l'acceptation. Hearst donna son accord à ce qu'il avait refusé pendant des années. La vente d'une partie des collections, la réduction du personnel, l'arrêt des nouveaux projets. Ce fut un lent et douloureux renoncement à sa version antérieure de lui-même. Et pourtant, à ce moment-là, Marion refit son apparition. Mais cette fois, elle semblait différente. Non pas comme une sauveuse, mais comme une personne qui comprenait l'inévitabilité du changement. Ses contemporains se souvenaient. Elle ne persuadait pas Hearst de résister. Elle le convainquait de penser à l'avenir, à ce qui resterait après son départ. Et cette conversation fut un tournant. Hearst commença pour la première fois à considérer le château non pas comme une forteresse personnelle, mais comme un héritage possible. Non pas comme un lieu de pouvoir, mais comme un lieu de mémoire. Marion parlait de la nécessité que cette maison soit vue par les gens, que l'art soit accessible, que la véritable grandeur ne réside pas dans la possession, mais dans la transmission. Cela coïncidait avec ce que faisaient de nombreux mécènes de l'époque. Ils transformaient des collections privées en biens publics, conscients de la fragilité de la richesse personnelle face à l'histoire. L'idée s'enracina progressivement. À la fin des années 30, Hearst entama des négociations avec l'État de Californie concernant l'avenir du château. Officiellement, pour la préservation du domaine. Officieusement,
pour la reconnaissance qu'un objet d'une telle envergure ne pouvait être maintenu par une seule personne. Il n'était pas encore prêt à l'exprimer, mais l'idée de transformer Hearst Castle en monument public s'installa pour la première fois dans son esprit. Douloureusement, mais clairement. Pendant ce temps, sa santé se détériorait. Il monta moins les escaliers, se promena moins sur les terrasses, visita moins souvent les piscines. Le château, construit comme la scène de son pouvoir, devenait trop grand pour un homme qui ne pouvait plus l'embrasser. La construction s'arrêta définitivement. Des zones du château restèrent inachevées, des pièces non terminées, des niches vides, des colonnes non installées. Elles devinrent le reflet physique de son objectif repensé. Ce qui avait été conçu comme une création infinie acquit pour la première fois une finalité. Et dans cette finalité, il y avait un sens. Hearst cessa de chercher à vaincre le temps. Il commença à réfléchir à la manière d'inscrire son œuvre dans son cours. Le château devint non pas une forteresse contre l'oubli, mais un pont vers les générations futures. Lorsqu'un homme construit quelque chose de plus grand que lui-même, il arrive toujours un moment où la création commence à vivre sa propre vie. Pour William Randolph Hearst, ce moment arriva à la fin des années 30, lorsque le château, érigé au sommet de la colline de San Simeon, ne dépendait plus de son créateur. Il était devenu une partie du paysage, historique, culturel, émotionnel. Et puis arriva ce qu'il ne pouvait arrêter. Hearst déménagea de San Simeon à Los Angeles au début des années 40. La raison officielle était des problèmes de santé. Il ne pouvait plus monter les escaliers interminables du château. Officieusement, il reculait. Le château, auquel il avait insufflé 30 ans de son existence, était devenu plus lourd que n'importe quel fardeau physique. Après son départ, San Simeon se tut. Les bâtiments des invités se vidèrent. L'immense salle à manger n'entendait plus les discussions animées sur la politique et le cinéma. Les tours continuaient de se dresser, mais l'air en elles avait changé, comme si la maison elle-même faisait une pause, attendant la suite. Hearst mourut à l'automne 1951, sans jamais être retourné vivre dans son château. À ce moment-là, le destin de Hearst Castle restait incertain. La famille n'était pas en mesure d'entretenir une structure aussi immense. Les dettes pesaient toujours. Des décisions qui dépassaient les intérêts personnels étaient nécessaires. Et c'est là qu'intervint le tournant final. Celui qui inverse toute l'histoire et nous oblige à reconsidérer chaque partie sous un nouveau jour. En 1958, la famille Hearst céda le château à l'État de Californie, sans conditions secrètes, sans tentative de conserver un contrôle privé. Ils donnèrent ce que beaucoup considéraient comme le bien privé le plus précieux des États-Unis d'Amérique, entre les mains du public. Et San Simeon devint un musée public. Le château ouvrit ses portes non pas aux magnats, non pas aux acteurs, non pas aux politiciens, mais aux écoliers, aux touristes, aux historiens de l'art, aux familles ordinaires. Les gens virent pour la première fois la piscine de Neptune en marbre blanc, les salles aux tapisseries flamandes, les pièces au plafond d'anciennes cathédrales italiennes, les bibliothèques aux incunables. Et ce moment devint un véritable point de renaissance. Le projet, conçu comme l'empire privé d'un seul homme, devint un patrimoine commun. C'est là le principal paradoxe de l'histoire de Hearst Castle. Ce qui fut créé comme une tentative de construire sa propre Rome se termina en devenant une mémoire publique. Ce qui commença comme une aspiration au pouvoir personnel absolu se transforma en un acte de transmission et de service. C'est ici que l'histoire devient moderne. Aujourd'hui, lorsque nous regardons Hearst Castle, nous ne voyons pas simplement un chef-d'œuvre architectural. Nous voyons une question. Que restera-t-il de nos ambitions lorsque nous ne serons plus là? Deviendront-elles un lourd fardeau pour les autres ou un cadeau pour l'avenir? Hearst nous apprend que la grandeur construite pour soi-même apportera la douleur. Mais la grandeur transmise au monde
se transforme en éternité. Chaque colonne de ce château est un rappel que le succès sans sens se transforme en pierre. Chaque tour, que le rêve doit être plus grand que l'homme, sinon il l'écrasera. Chaque pièce inachevée, que l'inachèvement peut aussi devenir un héritage, si on le comprend bien. Hearst Castle est devenu le Gatsby américain de pierre. L'ampleur, le luxe, la chute, tout est présent. Mais la fin est différente. Là où Gatsby s'est noyé dans ses propres illusions, Hearst, à travers la douleur, les dettes, l'amour, les ambitions et les pertes, a tout de même construit quelque chose qui lui a survécu. Cela fait de son histoire non pas une tragédie, mais un avertissement. Et non un échec, mais une leçon. Une leçon sur le fait que les plus grands bâtiments que nous érigeons ne sont pas faits de marbre, mais de décisions dont dépendra qui nous deviendrons aux yeux de ceux qui viendront après nous.